l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Et à la une ce soir, le rapport gallois enfin entre les mains du Premier ministre. Après des mois de suspense, le commissaire général à l'investissement Louis Gallois prône une thérapie de choc à 30 milliards d'euros. Sans surprise, il préconise une baisse du coût du travail. La balle est désormais dans le camp du gouvernement. François Hollande a promis dès demain des décisions fortes en matière de compétitivité. Et s'il y a une piste que le gouvernement n'entend pas exploiter, c'est bien celle du gaz de schiste. Alors que Louis Gallois propose de lancer des recherches sur cette source d'énergie controversée, le gouvernement a éteint l'incendie qui était en train de se propager chez les Verts, rappelant que la ligne édictée par François Hollande lors de la conférence environnementale était inchangée. Élection américaine, jour J-1, jamais un scrutin n'a été aussi serré entre les deux candidats à la présidence. Le démocrate Barack Obama et le républicain Mitt Romney sont au coude à coude avec 48% des intentions de vote. Bonsoir à tous, je veux un choc de compétitivité qui est un choc de confiance. Déclaration ce matin de Louis Gallois après la remise de son rapport au Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Sans surprise, l'ancien PDG de ADS préconise une baisse du coût du travail, mais il lance aussi un appel au patriotisme économique. Le détail de ces mesures avec Sophie Normand. La préconisation la plus importante du rapport concerne le coût du travail. Louis Gallois préconise une baisse des charges en 2 ans maximum, 20 milliards de baisse des cotisations patronales, plus 10 milliards de baisse des cotisations salariales. Des baisses qui ne cibleraient pas que les bas salaires mais s'appliqueraient également à ceux représentant jusqu'à 3,5 fois le SMIC. Le rapport recommande aussi le renforcement des filières industrielles. Il faudrait conditionner les soutiens de l'État aux actions des grandes entreprises, à leur capacité à y associer leurs fournisseurs et sous-traitants. Le commissaire à l'investissement préconise un soutien plus efficace à l'exportation et propose l'alignement des conditions des crédits et garanties export sur le meilleur niveau constaté chez les concurrents. Parmi les autres préconisations, un Small Business Act pour les PME. Donner plus de poids aux représentants des salariés dans les conseils d'administration des entreprises de plus de 5000 salariés. Doubler les contrats en alternance en 5 ans. Ou encore reprendre les recherches sur les gaz de schiste. Demain, à l'issue d'un séminaire gouvernemental, on saura ce que l'exécutif va conserver de ce rapport. François Hollande a promis des décisions fortes, même si on sait déjà qu'il y aura dans le pacte de compétitivité des mesures sur le coût du travail, tout en préservant le pouvoir d'achat des salariés. Annonce faite ce soir par Pierre Moscovici, le ministre de l'économie. Et puis ce soir, Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, a également commenté le rapport de Louis Gallois. Il a estimé qu'il était une leçon d'optimisme pour tous les Français et il les incite à lire ce rapport. On l'écoute. C'est un rapport fondateur, d'abord parce que c'est un plaidoyer vibrant pour la reconquête industrielle de notre pays. Il contient d'ailleurs un diagnostic extrêmement sévère sur les 10 dernières années qui viennent de s'écouler. Et je crois que tous les Français devraient lire le rapport Gallois. Et je lui souhaite un destin de best-seller, tellement il est édifiant. Il est mobilisateur pour tous les citoyens, que ce soit des salariés, des patrons, des consommateurs, bref, des Français. Comment ce rapport a-t-il été accueilli? À droite, Jean-François Copé, le secrétaire général de l'UMP, approuve totalement les mesures préconisées par Louis Gallois. Il demande au président de la République d'avoir le courage de les appliquer dès maintenant. À gauche, Bruno Leroux, président des socialistes à l'Assemblée, rappelle que le gouvernement va prêter la plus grande attention à ce rapport. Voyez ce qu'en pensent les sénateurs. Ils sont interrogés par Marie Lebon. Même s'il faut attendre l'arbitrage du gouvernement demain, au Sénat, certains socialistes affichent déjà leur confiance face aux premières recommandations du rapport Gallois. Pour ma part, je pense que la très grande majorité de ces mesures sont des mesures utiles et que nous devrons, d'une manière ou d'une autre, les transposer dans notre politique économique et notre politique sociale. Des propositions économiques pour remettre la France sur le chemin de la compétitivité, notamment à l'échelle européenne. Une mesure saluée par le sénateur centriste Emery de Montesquieu. Le mot d'ordre envoyé au président et à son gouvernement, que le bon sens l'emporte sur l'idéologie. Le bon sens, c'est de constater dans un premier temps que nous ne sommes pas compétitifs et ensuite trouver des mesures simples pour ça. Les charges sociales sont beaucoup plus importantes que chez nos concurrents de l'Union européenne. Donc il faut les baisser.
C'est une chose évidente. Mais si Louis Gallois recommande un choc de confiance en préconisant une baisse du coût du travail, la formule fait grincer des dents dans les rangs de l'UMP. Le choc de confiance, ça veut rien dire. La confiance, elle n'y est plus. Il est rare de voir un exécutif perdre autant de temps depuis le mois de mai pour attendre un rapport au mois de novembre dont on annonce à l'avance qu'on ne tiendra pas toutes les mesures immédiatement. Donc en réalité, c'est une opération de communication. Alors que François Hollande promet l'annonce de mesures fortes dès demain, la remise du rapport Gallois ouvre des pistes qui devraient être poursuivies tout au long du quinquennat. Les prochaines élections sénatoriales seront-elles inconstitutionnelles? Selon le Figaro, des élus UMP s'inquiètent du report des élections cantonales et régionales à 2015. Quel impact sur les sénatoriales de septembre 2014? Les sénateurs UMP menacent déjà de saisir le Conseil constitutionnel. Les explications de Fabrice Cunet. C'était le 5 octobre dernier. François Hollande annonçait un possible report des élections cantonales et régionales à 2015. La raison, un embouteillage de scrutins annoncé. Problème, ces élus sont aussi des grands électeurs qui ne pourraient donc pas voter au sénatorial, prévu elle en 2014. À droite, on a fait son calcul et l'on soupçonne une manœuvre politique. L'idée du report, c'est quoi? C'est qu'ils ont peur de tout perdre en 2014, municipal, régional et cantonal. Donc ils repoussent deux, prétextant qu'il y a trop d'élections. C'est parfait. Nous-mêmes, on l'avait fait une fois aussi, mais il n'y avait pas de sénatorial quand on l'a fait. En Corse, par exemple, ça modifie de 11 et de 12% le corps électoral. Ailleurs, ça peut faire 5%. Mais quand on est à 6 voix d'écart, ça vaut le coup de se battre sur tout. Alors certains élus UMP promettent déjà de demander l'inconstitutionnalité des sénatoriales en cas de report. Un faux procès pour la majorité. Si on repoussait les municipales, alors on pourrait nous dire que ça a un effet très considérable sur le corps électoral des sénatoriales. Mais l'effet est beaucoup moindre avec le report des régionales et des cantonales. Et je crois qu'il n'y a pas là vraiment matière à polémiquer. La question divise en tout cas les juristes. Un report des cantonales et régionales peut être motivé par l'intérêt général, mais son impact sur les sénatoriales peut aussi être un frein constitutionnel. Mais je crois que c'est une vraie question et la réponse du Conseil constitutionnel sera de peser la balance entre l'intérêt général qui conduit au report des élections et ces contraintes qui pèsent sur l'élection sénatoriale. La réponse sera dans le camp du Conseil constitutionnel, mais la question peut lui être posée. Ces échéances électorales sont encore loin, mais ces questions de procédure donnent déjà le ton d'une course au Sénat où chaque détail risque de compter. Et puis, sachez que les parlementaires communistes seront reçus ce jeudi à Matignon. Les communistes souhaitent faire entendre leurs propositions sur le budget. Mardi, environ 215 millions d'électeurs américains doivent se rendre aux urnes pour élire le 45e président des États-Unis. Une élection au suffrage indirect, État par État, selon la règle du winner takes all. Le gagnant prend tout. Une règle que nous détaille Cécile Sixou. Entre Barack Obama et Mitt Romney, les 215 millions d'Américains ne choisissent pas directement. Ils élisent des représentants, les grands électeurs, chargés eux de voter pour le président. Chaque État en a un nombre précis. En gros, plus il est peuplé, plus il en a. Au total, ces délégués sont 538. Pour gagner donc, le futur président doit obtenir la majorité de leur suffrage, soit 270 voix. Mais là encore, le décompte ne se fait pas au niveau national, mais localement. En effet, c'est le parti arrivé en tête dans chaque État qui remporte tous les grands électeurs de l'État. Exemple, en Californie, si les démocrates sortent majoritaires à l'issue du vote, même d'une courte tête, Barack Obama raflera l'ensemble des 55 voix de l'État. Un mode de scrutin aux conséquences parfois paradoxales, comme en 2000, où en gagnant in extremis l'État de Floride, George Bush avait remporté l'élection. Al Gore, avec ses 500 000 votes de plus sur l'ensemble du pays, n'avait pas assez de grands électeurs. Dans certains États historiquement acquis à un camp, les résultats sont connus d'avance. En revanche, une dizaine d'autres votent différemment d'un scrutin à l'autre. On les appelle les swing states, des lieux clés très courtisés par les candidats, comme l'Ohio ou la Floride, car c'est là que va se jouer demain l'élection américaine.
Nous ouvrons le débat de ce 19h consacré au rapport gallois et à la compétitivité des entreprises avec nos invités ce soir. Jean-Eudes Duménil, bonsoir. Vous êtes secrétaire général de la CGPME, c'est la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Nous recevons également Henri Sterdignac, économiste à l'OFCE. Et puis Jean-Paul Bedbez, vous êtes chef économiste et directeur des études économiques dans le comité exécutif du Crédit Agricole. Alors messieurs, je me tourne vers vous. Forcément, ce rapport gallois, vous l'applaudissez dès demain du côté de la CGPME. On a vu que la principale mesure, la principale préconisation concernait la baisse du coût du travail. On applaudit déjà le fait qu'on s'empare enfin de la question de la compétitivité, qu'on ait conscience de la situation difficile de nos entreprises et qu'on propose un panel de mesures pour améliorer la compétitivité. Alors évidemment, on parle beaucoup du coût du travail, on a raison de le faire, mais il y a d'autres choses dans ce rapport. Il y a des mesures en faveur de l'innovation, de la formation. Mesures compétitivité coût, si vous le voulez bien. Donc on va se concentrer sur. Je vous laisse terminer donc sur le coût du travail. Sur l'innovation, la formation, il y a beaucoup de choses. Et puis alors pour revenir au coût du travail, si vous souhaitez qu'on en parle davantage. C'est un point qui est absolument clé à l'heure actuelle dans les entreprises, tout simplement parce que les entreprises françaises sont moins compétitives que leurs homologues à l'étranger et on a quelques chiffres qui le montrent. C'est-à-dire que si vous regardez par exemple le décalage par rapport à l'Allemagne, on s'aperçoit qu'entre 1996 et 2008, le coût du travail a augmenté 2 fois plus vite en France qu'en Allemagne. Donc il y a réellement un problème là-dessus et ça se retranscrit de l'autre côté sur la part des exportations où durant la même période, on a les exportations françaises qui s'effondrent littéralement, donc on voit bien qu'il y a un rapport direct. Alors encore une fois, agissons de manière globale sur l'environnement des entreprises, mais n'oublions pas cette question du coût du travail et surtout n'enterrons pas ce point-là. Il faudra réellement que le gouvernement prenne des mesures et des mesures rapides, radicales et sur des basculements qui sont de vrais basculements. Henri Sterdignac, vous ne croyez pas à cette baisse du coût du travail? Vous redoutez que les entreprises ne jouent pas le jeu et n'utilisent pas l'argent finalement pour investir? D'abord, je ne pense pas que le gouvernement va prendre la responsabilité d'augmenter de 30 milliards les impôts portant sur les ménages, sachant que ça signifierait une baisse du pouvoir d'achat des ménages, une baisse de la consommation, une baisse du PIB, que ça nous mettrait à notre tour dans une compétition au moins-disant sociale et salariale en Europe qui est tout à fait catastrophique. Et donc le gouvernement ne va bien sûr pas augmenter la CSG de 2 points. Et donc c'est dommage qu'on insiste dans un rapport où il y a plein de choses, car nous sommes tous d'accord pour dire que l'industrie française doit être maintenant la priorité absolue, qu'on parte sur une piste qui est fausse. Et piste encore plus saugrenue, c'est l'idée de baisser les cotisations sociales salariées, alors que l'UNEDIC, la CNAV, les régimes complémentaires ont des problèmes de financement. On ne va pas baisser les cotisations sociales salariées. Ce n'est pas la bonne solution. Alors, je pense au contraire que c'est une piste qui est très importante, qu'il faut à tout prix la mettre en œuvre. Et vous parlez ralentissement de la consommation. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne, puisque les Allemands ont augmenté la TVA en 2007. Il y a eu 3 points supplémentaires de TVA. Ça n'a pas été une catastrophe sur la consommation. Et quand on regarde la situation de nos amis allemands, certes, ce n'est pas le seul élément, mais réellement, ils se portent mieux aujourd'hui. Ils se portent mieux aujourd'hui, après avoir pendant 8 ans, effectivement, fait des efforts fabuleux qui ont conduit à déséquilibrer complètement l'Europe et qui ont pesé sur la croissance de la zone euro. Donc les Allemands ont fait ça. On demande aujourd'hui aux Espagnols, aux Italiens, aux Français de faire pareil. Ce n'est pas une solution à l'échelle européenne. Alors, je crois que si on n'a plus d'entreprises, on n'aura pas de consommateurs. Et donc, la réponse, encore une fois, passe par le soutien aux entreprises pour avoir de la création d'emplois. Comment on fait si on ne peut pas toucher ni à la TVA ni à la CSG pour intégrer quand même ces mesures concernant la baisse du coût du travail dans le pacte de compétitivité que le gouvernement va dévoiler demain matin? Il faut d'abord se mettre d'accord sur la réalité, sur le diagnostic. Le diagnostic, c'est que nous perdons en part de marché. Tout le monde est d'accord, a priori, sur le diagnostic. C'est pas mal. Simplement, c'est pas mal et c'est assez récent. La deuxième chose qui se passe, c'est qu'il faut lier le diagnostic à le type de gamme de production que nous vivons, c'est-à-dire que la France est plutôt milieu de gamme, avec des entreprises qui sont plutôt plus petites que les entreprises allemandes, et franchement moins nombreuses. C'est-à-dire que l'on a 90 000 entreprises pour exporter, alors que les Allemands en ont 3 fois plus.
Et donc on se retrouve dans une situation très particulière, on pédale dans le milieu du peloton, pas en tête de peloton comme les Japonais d'une certaine manière et comme les Allemands, et pas en queue de peloton. Qu'est-ce qu'on fait au milieu du peloton? Au milieu du peloton, on fait tout. C'est-à-dire que l'on fait du sérieux salarial ou modération salariale, c'est question, et de la compétitivité, et du social. C'est pour ça qu'il y a dans le rapport gallois tous ces éléments, parce que c'est un rapport, à mon avis, de réveil en milieu de peloton. La deuxième chose qui se passe, dont vous parlez, c'est pourquoi ça vient maintenant. C'est-à-dire, on aurait pu peut-être en parler plus tôt, on aurait pu en parler plus tôt quand on discutait des impôts, quand on discutait de la taxation, et quand on voyait un petit peu la stratégie qui pouvait se mettre en place pour se sortir d'affaires. Parce qu'aujourd'hui, on arrive avec une économie française qui est franchement flageolante. C'est pour ça que, il faut le faire. C'est un défi majeur, hein, c'est ce qu'a dit le FMI. Oui, mais attendez, si on fait de l'économie, si on fait de l'économie, on se dit qu'aujourd'hui on a des milliards à trouver dans une économie qui ne produit plus les milliards. Et c'est bien dommage de ne pas avoir fait ça beaucoup plus tôt, avant d'avoir taxé les gens. Donc vous dites que ça vaut le coup de se serrer la ceinture pendant 2 ans, de réduire le pouvoir d'achat des Français, le temps de relancer l'économie et la croissance? Je ne dis pas ça vaut le coup. Je dis, il faut prendre le risque. Je dis, est-ce qu'on veut faire ce débat stratégique et ce choix stratégique? C'est pas évident, hein. Moi je crois qu'il faut le faire. Mon petit camarade pense que c'est pas le cas. Je pense que les Italiens l'ont fait. Mais simplement, il faut que tout le monde soit au courant que ça va secouer et que ça va tanguer. Donc vous, parce que pendant 1 an ou 2 ans, on fera ça. J'ajoute, et c'est ça qui me paraît très important, que j'aurais bien aimé que l'on parle de ça dans le package fiscal et budgétaire pour dire voilà ce qu'on va faire. Parce qu'aujourd'hui, on a une économie plus paralysée du fait des choix qui ont été faits il y a encore 2 mois. Pourtant, aujourd'hui, on parle beaucoup de choix. C'est-à-dire que l'erreur, c'est qu'on fait tout pour réduire notre déficit à 3 points du PIB. Donc on a tout sacrifié à cet objectif, alors que naturellement, il aurait fallu utiliser l'argent que l'on prend aux plus riches et aux plus grandes entreprises pour aider les petites et moyennes entreprises et les entreprises innovantes. Le problème, c'est qu'on est coincé par une stratégie européenne tout à fait catastrophique. Et si on prend ces 30 milliards, on s'inscrit dans cette stratégie assez catastrophique. Qui, lui, donc, prône un choc de compétitivité, donc un peu la méthode forte. Au gouvernement, il y a d'ailleurs eu un glissement sémantique. On ne parle plus de choc de compétitivité, mais plutôt de pacte. Les mots, ça ne veut rien dire. Il y a quand même une méthode un peu plus douce qui est préconisée et 30 possible. milliards, vous pouvez dire gentiment ou pas gentiment, c'est 30 milliards. Vous pouvez dire, je vais vous masser avec 30 milliards ou je vais vous choquer à 30 milliards, c'est 30 milliards. Donc faisons très attention. En France, on a le sens de l'euphémisme, mais l'euphémisme, c'est du beau grec, ça veut dire mentir. Faisons bien attention à ça. Comment on va se sortir d'affaires? Et je pense que, en termes stratégiques, reprendre la compétitivité, c'est ça qu'il faut faire. Et il faut dire, nous nous embarquons ensemble là-dessus. Ça, c'est très important. Quel est le montant, comment on fait, etc. Mais ensuite, vous vous rendez bien compte que les sommes en jeu sont importantes et que c'est pas du bon taux, ça se verra. Alors que vous disiez, c'est un choc, c'est un pacte, c'est une trajectoire, c'est tout ce que vous voulez, mais je vous assure que c'est important et qu'on ne peut pas le faire sans que les gens soient conscients et conscients aussi des risques pris. 20 milliards, ce n'est que 1,5% de coût du travail, c'est pas à la hauteur de l'enjeu. Donc il vaut mieux utiliser ces 20 milliards pour aider, ou ces 20 ou ces 30 milliards, pour aider directement les entreprises innovantes, celles qui effectivement vont investir, plutôt que la mesure proposée. Pardonnez-moi, mais vous ne pouvez pas dire vouloir aider les entreprises et en même temps ne pas vous attaquer à la question du coût du travail. Encore une fois, le coût du travail n'est pas le seul élément de la compétitivité, mais ça en fait partie. Et puis dans le rapport gallois, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est la réduction de la dépense publique. Parce que quand vous parlez d'aider les entreprises, il faut regarder comment on réduit les dépenses publiques en parallèle pour limiter la pression fiscale demain. Si on aboutit à un système où on dit oui, on va effectivement diminuer à dose homéopathique les charges qui pèsent sur les entreprises et que dans le même temps, on continue à les ponctionner au travers de la fiscalité, l'effet sera nul. On a besoin d'une politique qui soit une politique globale et cohérente d'appui et d'aide aux entreprises. Si on rentre plus dans le détail des mesures du rapport gallois, il y a 22 mesures. Là, si on parle des mesures hors coût, il y a une réforme de l'assurance vie pour que les fonds aillent davantage au financement des entreprises. Est-ce que ça veut dire que la BPI, la Banque publique d'investissement, ne va pas suffire à elle seule? Évidemment, elle ne suffira pas.
Attendez, genre, la BPI, c'est des milliards qui existent déjà. Il faut pas s'imaginer qu'on a trouvé 40 milliards qui étaient dans un endroit, etc., etc. On a repackagé des milliards, voilà. Et puis on va faire du crédit, mais attendez, hein, les entreprises ont du crédit. Simplement, pour le moment, la demande de crédit est extrêmement faible parce que la profitabilité des entreprises est faible et parce que les entreprises sont inquiètes. Donc voilà ce qui se passe. N'imaginez pas qu'on a trouvé de l'argent. Les temps sont et seront durs. C'est pour ça que la taille de la BPI n'est pas encore définie. C'est pour ça que le gouvernement doit choisir. Le gouvernement peut très bien choisir de dire, effectivement, il faut une BPI de grande taille. Cette BPI de grande taille pourra intervenir aussi bien en fonds propres qu'en crédit. Elle pourra aider les entreprises industrielles innovantes, celles qui s'inscrivent dans la transition écologique, celles qui s'inscrivent dans les projets que porte le rapport Gallois. On ne peut pas dire a priori, la BPI n'aura pas d'argent. On peut en dégager de l'argent. On peut attirer l'épargne des ménages. Non, mais ça, on peut attirer l'épargne qui est actuellement en assurance vie. On peut la mettre vers la BPI. Je voudrais attirer votre attention également sur une autre mesure. Donc il y aura une petite révolution au niveau social avec cette proposition de faire entrer des administrateurs salariés dans le conseil d'administration des entreprises de plus de 5000 salariés. Ça, c'est possible en France de faire ça? Je vous pose la question, Jean Duménil, on suppose que les syndicats sont pour. Dans les PME, par définition, il y a assez peu d'entreprises de plus de 5000 salariés. Donc je crois que réellement la question ne se pose pas dans les PME, mais par contre il y a d'autres mesures. Il y a un Small Business Act pour les PME. Il y a des mesures qui concernent directement les PME. Il y a effectivement la création du Small Business Act, mais il faut qu'il soit contraignant, sinon on aboutira à quelque chose malheureusement qui est un robinet d'eau tiède. Le Premier ministre nous parlait de ça, ça fait 20 ans. Votre proposition visiblement est reprise par Louis Gallois. Qu'est-ce que le gouvernement peut reprendre demain? Qu'est-ce qui est sensible politiquement? Qu'est-ce qui est possible? Beaucoup de choses. Il doit tout reprendre finalement. On disait ce rapport va être enterré. Tout le monde s'accorde à dire. Il y a des mesures qui peuvent être prises. Regardez sur l'innovation ou sur la stabilité des mécanismes qui est dans ce rapport. Et il y a un exemple qui est assez frappant à la lecture du rapport. Il est indiqué que sur la gestion des déchets en 8 mois, vous avez 47 textes nouveaux qui sont sortis. Il est évident que là, il faut mettre un coup d'arrêt à ça et donner de la visibilité aux chefs d'entreprise en leur disant il y a des mécanismes comme le crédit impôt recherche, comme ce qu'on appelle l'ISF PME, on n'y touchera pas pendant le quinquennat. Voilà une des mesures dont on a effectivement besoin et qui sont relativement faciles à mettre en œuvre pour peu qu'il y ait une volonté politique. L'idée de la stabilisation du style, écoutez, c'est extrêmement compliqué, c'est difficile, surtout n'en rajoutez pas, ça me paraît extrêmement bien. Et la stabilisation fiscale, ça me paraît extrêmement important parce que les gens, nous-mêmes d'ailleurs, on ne sait pas ce qui va se passer et on ne peut pas sortir d'affaires sans stabilité. La deuxième chose qui se passe, c'est qu'il faut qu'il y ait une stratégie. Alors, je pense que la stratégie, ça peut pas être simplement les entreprises innovantes, mais ça peut être, je pense, au-delà on verra demain, les en tous les cas, ce que reprend PME. le gouvernement. Merci, messieurs. On a posé la question à nos partenaires du nouvelobs.com. Compétitivité, faut-il baisser fortement les charges sociales des entreprises? Bien, ils ont répondu oui à 71%, non à 25% sur 361 votants. Et demain, à partir de 11h, les chaînes parlementaires se mobilisent pour suivre en direct les annonces du gouvernement à l'issue du séminaire intergouvernemental qui va se tenir donc sur cette question de la compétitivité. Merci à vous d'avoir été les invités du 19h. C'est ce qu'on appelle éteindre l'incendie avant qu'il ne se propage. Non, le gouvernement ne reprendra pas la proposition de Louis Gallois qui entend relancer les recherches en matière de gaz de schiste. À peine évoquée, cette piste a provoqué l'ire de Jean-Vincent Placé, le président du groupe socialiste au Sénat, du groupe écologiste au Sénat, Sandra Cerquera. Matignon continue de dire non au gaz de schiste. Éclot ainsi la polémique du jour. La reprise de la recherche sur les techniques d'exploitation voulues par Louis Gallois est écartée. Pourtant, un peu plus tôt, une petite phrase a suffi à relancer le débat. Celle d'Alain Vidalis, ministre délégué aux relations avec le Parlement, pour qui le gaz de schiste ne doit pas être écarté pour l'éternité. Même discours d'Arnaud Montebourg. La réaction d'Europe Écologie Les Verts est immédiate. Le ton monte une fois de plus au sein de la majorité. Pour le sénateur Jean-Vincent Placé, un tel revirement du gouvernement serait une violation absolue de l'accord passé avec le PS. L'opposition aussi s'est engouffrée dans la brèche. Le secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé, appelle à ne pas fermer la porte et à continuer les expérimentations. L'enjeu économique est considérable. L'Hexagone concentrerait près de la moitié des réserves potentielles de l'Europe de l'Ouest. Grâce à l'exploitation du gaz de schiste, la balance commerciale de la France serait allégée de 5 milliards d'euros. Autant dire que le débat devrait très vite ressurgir.
Les socialistes sont-ils en train de reculer sur le droit de vote des étrangers? C'est le cri d'alarme de la sénatrice Europe Écologie Les Verts du Val-de-Marne, Esther Benbassa, qui est notre invitée ce soir. Alors vous dénoncez un gouvernement sans audace ni courage qui mène une politique de reculade. Pourtant, il s'apprête à examiner dès mercredi le projet de loi qui est loin de faire l'unanimité sur le mariage pour tous. Vous êtes dur quand même. Ah non, là vous avez résumé à l'envers. J'ai pas dit que c'est un gouvernement de reculade. J'ai dit que je les appelle à avoir plus d'audace et plus de courage. D'accord? Ce n'est pas la même chose. J'ai pas dit que c'était un gouvernement sans audace ni courage. Je les appelle et c'est mon rôle de parlementaire de les aiguillonner, de leur dire sans arrêt qu'il faut aller de l'avant et qu'il ne faut pas oublier les promesses. C'est notre rôle de gardien du temple. Alors sur le droit de vote des étrangers, on sait quand même pourtant qu'aujourd'hui le gouvernement n'a pas la majorité sur ce texte. Donc politiquement, ce serait un peu sensible de s'exposer à un refus. Vous comprenez que le gouvernement n'inscrive pas à l'ordre du jour la proposition de loi qui a été votée ici au Sénat l'année dernière? Oui, mais enfin, on peut dire aussi qu'en France, on n'était pas d'accord pour l'IVG, on n'était pas d'accord contre la peine de mort et qu'on a pris des décisions, on a heurté des sensibilités, on n'a pas eu l'accord de toute la population. Mais bon, écoutez, les grands gouvernements, les grands chefs d'État se distinguent aussi par leur dose d'audace, même minimale. On sait qu'en politique, ça paye pas, l'audace et le courage, mais il y a certains qui l'ont et je m'incline devant eux ce soir. Mais bon, est-ce que vous avez entamé un dialogue? Est-ce que vous êtes en contact avec l'exécutif sur cette question du droit de vote des étrangers? Écoutez, on a été en contact sur de nombreuses choses. Vous savez, le droit de vote des étrangers, le délit de faciès, enfin plein de choses. Je ne vais pas faire la liste, mais il me semble qu'aujourd'hui, il faut aller rassembler une par une les voix. Et même si, bien sûr, je m'en réjouis qu'on puisse discuter dès mercredi la loi sur le mariage entre personnes du même sexe. Et bien sûr, je ne peux que m'en réjouir, mais si c'est la version minimaliste de la loi qui sera présentée, là, je m'en réjouis un peu moins. Est-ce que vous êtes déçu aujourd'hui par ces 6 mois de présidence Hollande? La déception est un grand mot. Je ne suis pas en état d'apathie par la déception. Au contraire, ça m'encourage à toujours aller plus loin et de stimuler l'exécutif. Mais en même temps, je pense à la population, au peuple de gauche et qui a mis tant d'espoir dans cette élection et sa déception est à la hauteur de ses espérances. Et il ne faut pas décevoir le peuple de gauche. Aujourd'hui, il y a une reculade devant pas mal de promesses et je pense qu'on ne peut pas continuer à penser qu'on va Vous mettez la pression sur le gouvernement. On a vu la semaine dernière les communistes qui ont voté avec l'UMP entraînant le rejet de 2 textes. Est-ce que vous pourriez également mettre le gouvernement en difficulté sur certains sujets? Non, je ne crois pas. Je suis aussi une femme de compromis, mais il ne faut pas oublier que je suis une femme de conviction et que parfois j'en ai assez et qu'on me demande de remettre à plus tard parce que plus tard ça n'existe pas. C'est maintenant, comme l'avait dit le président, maintenant ou jamais. Alors le changement c'est maintenant. C'est maintenant. Voilà. Donc je pars moi aussi en campagne pour dire oui, il y a certaines choses, il faut aller vite et il faut aller droit. Il faut savoir tenir ses promesses et il ne faut pas reculer parce que c'est pas en reculant qu'on va avoir les voix de la droite parce que ces voix ne seront pas conquises. En revanche, on risque de perdre beaucoup de voix, dont le droit de vote des étrangers, le délit de faciès, etc. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de 19h. Merci à vous de m'avoir invité. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. À demain. Bonne soirée à tous. On procède actuellement
également d'importants travaux à Tignes, où 2 barrages et 2 usines en cours de construction assureront à plein rendement une production de 1 milliard de kilowattheures. 60 ans après, à l'heure où les 3/4 de l'énergie sont nucléaires, que faut-il penser de ces monstres de béton? Sont-ils encore utiles? Fallait-il sacrifier des habitants? Cette énergie réputée propre l'est-elle vraiment? Et quelles sont les conséquences de ces remparts dressés sur nos rivières? Attention, grands travaux, le barrage de Tignes, jeudi à 18 h sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.